Nous étions assis sur une pierre tombale abandonnée, vieille de 3 siècles, par une fin d'après-midi d'automne, dans le vieux cimetière d'Arkham, et l'indicible occupait nos pensées, les yeux fixés sur le saule géant de ce territoire réservé aux morts, dont les puissantes racines puis le tronc avaient presque englouti une dalle indéchiffrable. Je m'étais permis une remarque bien personnelle sur les sucs fétides, autant que subtils, que l'inexorable réseau nourricier de l'arbre devait distiller de la terre séculaire de cet ossuaire. Mon ami s'était moqué de ce qu'il avait appelé des enfantillages, et m'avait répondu que puisqu'aucun ensevelissement n'avait eu lieu en cet endroit depuis plus d'un siècle, la terre ne pouvait rien receler que de parfaitement normal. De plus, avait-il ajouté, ma préoccupation constante de ce que j'appelais les choses innommables et indicibles trahissait en moi un esprit fort puéril, non sans rapport avec ma réussite plus que relative dans le métier d'écrivain que je m'étais choisi. J'aimais trop terminer mes histoires sur des spectacles ou des bruits qui paralysaient les facultés de mes héros et leur enlevaient toujours le courage et les moyens ou la force de raconter ce par quoi ils étaient passés. Nous ne connaissons les choses, avait-il dit, que par l'intermédiaire de nos 5 sens et de nos intuitions religieuses, et par conséquent, il est impossible de parler sérieusement d'un objet ou d'un spectacle que ne peuvent expliquer clairement les définitions solides qu'offrent les faits, aussi bien que les doctrines admises des théologies, de préférence du reste la théologie congrégationniste, tout en acceptant les transformations, les adaptations imposées par la tradition ou par Sir Arthur Conan Doyle. J'avais souvent partagé de longues heures pâles avec cet ami, Joel Manton, en discussion interminable. Docteur de l'East High School, né à Boston, élevé dans cette ville, il en partageait l'indifférence caractéristique et satisfaite de toute la Nouvelle-Angleterre à l'égard des harmoniques les plus délicats du monde sensible. Selon lui, et c'était le point de vue qu'il défendait, seules nos expériences normales et objectives ont une signification esthétique, et le rôle de l'artiste est moins de susciter des émotions fortes à l'aide de l'action, de l'extase ou de la stupeur, que d'entretenir un intérêt calme et permanent. Un jugement sain chez le lecteur, à l'aide de transcriptions exactes et détaillées de la vie quotidienne. Il s'élevait tout particulièrement contre mon souci du mystique et de l'inexpliqué, car, quoique croyant bien plus que moi, à un certain point de vue au surnaturel, il refusait de le tenir suffisamment ordinaire et fréquent pour avoir le droit d'intéresser le travail littéraire. Qu'un esprit pût trouver des joies les plus hautes dans des échappées originales aux antipodes de la routine de tous les jours, et dans des combinaisons aussi frappantes que neuves de ces images que l'habitude et la lassitude, à force de les faire repasser dans le sillon ébréché et usé de la normale, ont dépouillé de tout élément vivant. Voilà qui était impensable pour cet esprit clair, pratique et éminemment logique. Pour lui, toute chose, tout sentiment avait des dimensions, des propriétés, des causes et des effets bien déterminés. Et quoiqu'il eût vaguement conscience du fait que l'esprit parfois nourrit des visions et des sensations d'une nature beaucoup moins géométrique, classifiable et utilisable, il se croyait justifié à tracer une frontière arbitraire et à tenir pour qualité négligeable tout ce qui ne peut être vécu et pleinement compris par l'homme de la rue. De plus, il était pratiquement certain que rien ne pouvait être vraiment indicible. Cela ne lui paraissait pas sérieux. Quoique parfaitement conscient de la futilité d'une discussion sur l'imaginaire et la métaphysique en face du solide bon sens d'un citoyen normal de nos contrées, quelque chose dans ce décor et dans le moment fit naître en moi une humeur querelleuse plus marquée qu'à l'ordinaire. Ces dalles d'ardoise à moitié délitées, ces arbres patriarcaux, les toits en croupe de la vieille cité, autrefois familière aux sorcières, qui s'étendaient autour de moi, tout cela se combina pour me pousser à entreprendre la défense de mon travail. Même je ne tardai guère à lancer mes troupes en territoire ennemi. En vérité, la contre-attaque n'était pas bien difficile, car je savais que Joel Manton, en fait, se souvenait plus qu'à moitié de 1000 superstitions de vieilles femmes que toutes les personnes sophistiquées ont oubliées depuis longtemps. Croyance, par exemple, que des agonisants peuvent apparaître subitement de l'autre côté du monde, ou que des têtes d'autrefois peuvent laisser leurs marques sur les vitres à travers lesquelles elles ont regardé pendant toute leur vie. Accordez foi à ces rumeurs dignes de la campagne, insistai-je,
attestait sa foi en l'existence de substances fantomatiques sur la Terre, différentes de leurs contreparties matérielles, bien que liées à elles, ce qui supposait le droit de croire en des phénomènes inexplicables par les concepts courants. Car si un homme mort peut transmettre son image tangible et visible de l'autre côté du monde, ou lui faire enjamber le cours des siècles, comment serait-il absurde d'imaginer que des demeures abandonnées peuvent être peuplées de choses bizarres, mais sensibles, ou que les vieux cimetières bruissent de l'intelligence terrible et désincarnée des générations disparues. Et comme l'esprit, pour pouvoir provoquer toutes les manifestations qui lui sont attribuées, ne peut se plier aux lois qui régissent la matière, pourquoi serait-il grotesque d'imaginer des choses mortes douées d'une vie psychique et possédant des formes ou des absences de formes qui seraient pour les humains ordinaires foncièrement, terriblement innommables? Le bon sens opposé à ces notions, déclarai-je à mon ami, non sans quelque chaleur, n'est qu'une méprisable et pitoyable absence d'imagination et de souplesse mentale. Le crépuscule maintenant avait étendu sur nous son manteau d'ombre, mais ni Joël ni moi n'éprouvions le besoin ou l'envie d'arrêter cette discussion. Manton paraissait toujours aussi insensible à ce que je lui disais, et plus que disposé à me réfuter. Animé comme il l'était par cette confiance en sa propre opinion, responsable, en grande partie, de sa réussite dans sa carrière d'enseignant. Et moi, de mon côté, j'étais trop certain de ce que j'avançais pour craindre la défaite. L'obscurité s'approfondissant, les lumières commencèrent à scintiller derrière quelques-unes des fenêtres au loin. Mais nous ne bougions pas. Nous étions, soit dit en passant, fort bien assis sur notre tombe, et je savais que mon ami, prosaïque comme il était, ne s'inquiéterait pas de la profonde fissure ménagée dans l'antique assemblage de briques, pétries par les racines, qui se trouvait juste derrière nous, non plus que de la dense obscurité que valait à l'endroit la proximité d'une bâtisse du XVIIe siècle, branlante et déserte, dressée entre nous et la rue éclairée la plus proche. Donc, dans la nuit, près de cette fosse à demi ouverte, et de cette maison sans occupant, nous parlâmes de l'indicible. Et lorsque mon ami eut fini, en riant, de réfuter mes arguments, je lui dévoilai les preuves incroyables sur lesquelles j'avais bâti la nouvelle qui avait à ce point excité son hilarité. Ce récit, je l'avais appelé « La fenêtre d'en haut », et il avait paru dans le numéro de janvier 1922 de Whispers. En nombre d'endroits, et surtout dans le sud et près de la côte pacifique, on avait dû retirer des stands les exemplaires de cette publication, à la suite de plaintes pusillanimes, mais malheureusement nombreuses. En Nouvelle-Angleterre, on ne s'était pas laissé impressionner. On s'était contenté de lever les épaules de ce qu'on avait appelé mes extravagances. Tout d'abord, avait-on dit, la chose était biologiquement impossible. Ce n'était qu'un de ces contes de vieilles femmes qu'on se chuchote dans les campagnes et que Cotton Mather avait été assez crédule pour inclure dans ses Magnalia Christi Americana, ouvrage grotesque d'ailleurs. Du reste, les preuves étayant ce récit étaient si faibles et si douteuses que même Mather n'avait pas osé désigner clairement la localité où était censée s'être passée cette histoire, à donner le frisson. Quant à la suite que j'avais donnée à ce récit, elle était parfaitement invraisemblable. Elle trahissait tout simplement l'écrivaillon travaillé par une imagination surchauffée et hanté par la spéculation systématique. Mather avait seulement dit que cette chose était née, mais il fallait vraiment n'être qu'un misérable amateur de sensationnel pour avoir songé à la faire grandir et regarder, la nuit, par les fenêtres des gens, et se cacher dans la mansarde d'une maison, en chair et en os, pour que finalement, des siècles plus tard, un être humain la distingue à une fenêtre, et soit par-dessus le marché incapable de décrire ce qui a fait soudainement blanchir ses cheveux. Tout cela n'était que de la bouillie pour les chats, et mon ami Manton ne m'avait guère caché son avis. Mais je lui racontai que j'avais découvert dans un vieux journal intime tenu entre 1706 et 1723, retrouvé par moi, dans des papiers de famille à moins d'1 000 de l'endroit où nous étions assis en ce moment. Je lui dévoilai donc la réalité indiscutable des cicatrices qui marquaient la poitrine et le dos de mon ancêtre, et que décrivait ce journal.
Je lui parlais aussi des craintes qui s'étaient répandues à cette époque dans la région. Les générations se les étaient transmises, et je lui parlais de la folie nullement mystique qui avait emporté le jeune homme qui, en 1793, avait pénétré dans une maison abandonnée pour y examiner les traces qu'il y soupçonnait. Ça avait été une affaire assez horrible. Rien d'étonnant si l'âge puritain du Massachusetts fait encore frissonner les étudiants sensibles. On connaît tellement mal ce qui se cachait alors derrière ces apparences, et le peu qu'on en connaît, c'est une puruleuse, hideuse, putride, révélée à la faveur des aperçus vampiriques qui en sont parfois offerts. La terreur, plus que devinée derrière l'empire des sorcières, jette un jour horrible sur ce qui peut germer dans le cerveau torturé de l'homme. Mais cela n'est encore qu'un détail insignifiant. Il n'y avait pas de beauté alors. Il n'y avait pas de liberté. Ce qui nous reste de l'architecture et des objets de la vie quotidienne en ce siècle en témoigne, ainsi que les sermons venimeux de ces prêtres hargneux. Nous savons que ce qui se cachait à l'intérieur de cette camisole d'acier rouillé, c'était hideur aphasique, perversion sans fin et diabolisme vrai. Là, vraiment, se situa l'apothéose historique de l'innommable. Cotton Mather, dans son anathème, au démoniaque tome 6e de ses œuvres que personne ne doit lire la nuit tombée, n'a pas mâché ses mots. Aussi inflexible qu'un prophète, plus ferme dans son laconisme que nul n'a pu l'être depuis son temps, il dénonce la bête qui avait donné naissance à ce qui était plus qu'une bête et moins qu'un homme, la chose à l'œil douteux, et l'être pitoyable, hurlant et ivre qu'on avait pendu, parce que lui aussi possédait cet œil incertain. Cela, il le dit sans détour, mais sans laisser toutefois deviner ce qui s'est passé par la suite. Peut-être qu'il n'en savait rien, mais peut-être aussi que, le sachant, il n'a rien osé en dire, et d'autres l'ont su qui n'ont rien osé en dire. Rien ne donne la raison de ces murmures tenaces, de ce verrou fermant la porte de l'escalier menant à la mansarde de cette demeure d'un vieillard sans enfant, brisé, amer, celui qui avait dressé une dalle d'ardoise vierge près d'un tombeau. Et pourtant, ce que l'on devinait derrière ces faits et légendes, assez vagues, suffisait à refroidir le sang le plus profond. Tout se trouvait dans ce journal antique que j'ai découvert. Tous les sous-entendus furtifs, tous les comptes rendus secrets de choses à l'œil souillé aperçues derrière des fenêtres par des nuits sombres, ou dans les champs déserts près des bois. Ce quelque chose qui s'empara de mon ancêtre dans une sombre allée au creux d'un val, qui lui laissa ses traces de cornes sur la poitrine et de griffes sur le dos. Et lorsqu'on examina les empreintes laissées par la chose dans la poussière remuée, on y découvrit des marques mélangées de sabots fourchus et de pattes vaguement anthropoïdes. Un jour, un messager du service postal relata qu'il avait vu un vieil homme qui pourchassait en criant une chose effrayante, boiteuse et sans nom sur Meadow Hill, aux heures vagues qui précèdent l'aube, et nombreux furent ceux qui le crurent. Aucun doute on raconta des choses bien bizarres par cette nuit solitaire de 1710 sur ce vieil homme sans enfant et brisé lorsqu'on l'enterra dans la crypte derrière sa propre maison, en face de la dalle d'ardoise sans inscription. On ne déverrouilla jamais la porte allant à la mansarde, et on abandonna toute la maison comme elle était, vide et redoutée. Et par la suite, chaque fois qu'on entendait des bruits venant de cette maison, on se parlait tout bas, on tremblait, avec l'espoir que le verrou de l'escalier tiendrait bon. Puis cet espoir lui-même mourut lorsque l'horreur se manifesta au presbytère. Et il y eut alors aucune âme vivante qui n'emportât la marque, vivante ou morte. Petit à petit, au fur et à mesure que les années s'écoulaient, la légende pourtant prit les allures d'un conte de fées. J'imagine que la chose, à supposer qu'elle eût été vivante, était morte. Le souvenir qui longtemps traîna derrière elle fut atroce, et d'autant plus atroce qu'il était plus secret. Pendant le cours de mon récit, mon ami s'était enfoncé dans un silence de plus en plus profond, et je vis que ce que je venais de lui raconter avait fait impression sur lui. Il ne rit pas lorsque je me tus, mais d'une voix assez sérieuse au contraire me pria de lui donner d'autres détails sur le jeune homme qui était devenu fou en 1793 et dont j'avais fait le héros de ma nouvelle. Je lui expliquai pourquoi ce jeune homme était allé voir cette maison que l'on évitait.
J'ajoutai qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il s'y fût intéressé, puisque aussi bien il croyait que les vitres gardent la mémoire des personnes qui ont longtemps regardé à travers. Ce jeune homme était allé examiner les fenêtres de cette horrible mansarde, parce qu'on lui avait dit que quelqu'un avait vu des choses derrière. Il en était revenu hurlant et fou. Manton, pendant que je parlais, resta silencieux, comme réfléchissant. Mais petit à petit, son tour d'esprit analytique reprit le dessus. Il dit pour le plaisir de discuter qu'il devait y avoir eu réellement quelques créatures inconnues, mais il me rappela qu'il n'y avait aucune raison pour que les plus morbides perversions de la nature soient innommables ou indescriptibles aux yeux de la science. Je le félicitai autant de sa clarté d'esprit que de son entêtement, mais lui fournis alors quelques révélations supplémentaires que j'avais glanées en allant voir de vieilles personnes. Ces légendes fantomatiques et plus tardives, lui dis-je clairement, faisaient allusion à des apparitions monstrueuses, plus effarantes que tout être organique. Des apparitions de formes bestiales et gigantesques, par moments visibles et en d'autres seulement intangibles, flottant dans l'air, par les nuits sans lune, hantant la vieille maison, la crypte qui se trouvait derrière elle, et les alentours de ce tombeau abrité maintenant par un jeune arbre qui avait poussé à côté de la dalle illisible, que l'être qui se trouvait à l'origine de ces apparitions eût jamais éventré ou étouffé une personne humaine, comme l'affirmaient des traditions invérifiables. Il était difficile de le dire. Quoi qu'il en fût, il avait laissé derrière lui une impression puissante et permanente. Il faisait encore trembler les plus âgés des autochtones. Mais les générations plus récentes l'avaient pratiquement oublié. Peut-être du reste que le souvenir s'en effaçait à force de n'être plus évoqué. D'un autre côté, cependant, dans la mesure où l'on voulait juger l'affaire d'un point de vue esthétique, les émanations psychiques des humains pouvaient être grotesques et caricaturales. Quelle représentation logique pouvait rendre compte d'une nébulosité aussi informe et aussi infâme que le spectre d'une horreur pernicieuse et inorganique? À soi seul un blasphème putride à l'égard de la nature, conçu à partir du cerveau mort d'un cauchemar hybride. Est-ce qu'une horreur aérienne de ce genre ne pouvait pas constituer, dans toute sa réalité haïssable, l'exquis, l'atroce innommable? Il devenait fort tard. Une chauve-souris étonnamment silencieuse me frôla, et je crois qu'elle passa tout près de Manton, car, quoiqu'il fût noyé dans l'obscurité, je le sentis lever le bras. Puis il prit la parole. « Mais est-ce que la maison où se trouve cette fenêtre et cette mansarde, dit-il, existe toujours, abandonnée ?»« Oui, lui répondis-je. Je l'ai vue. Et est-ce que vous y avez trouvé quelque chose, dans la mansarde ou ailleurs ? Des ossements, sous le toit. C'est peut-être ce que ce jeune homme avait découvert. Il était si sensible qu'il ne lui en fallait pas plus pour devenir fou. Si ces ossements provenaient tous du même être, ce devait être une folle monstruosité. Ça aurait été un crime que de laisser ces débris au jour. Je suis revenu plus tard dans cette maison avec un sac, et les ai enfouis dans la tombe qui se trouve derrière la maison. Elle présentait une fissure assez large que j'ai utilisée. Ne vous imaginez pas que j'ai agi comme un gamin. Si vous aviez vu ce crâne, il avait des cornes longues de 10 centimètres et en même temps une mâchoire assez proche de la vôtre ou de la mienne. J'avais réussi, enfin. Enfin, je sentais Manton qui s'était rapproché de moi, frissonner pour de bon. Mais sa curiosité était plus aiguillonnée que jamais. Et les vitres des fenêtres? Oh, il n'y en avait pas une seule. Une des fenêtres avait perdu son cadre. Aucune des autres n'avait conservé la moindre trace de vitre. Vous savez, ces petits carreaux comme on en faisait autrefois, ces croisillons, avaient déjà disparu en 1700. À mon avis, il y avait plus d'un siècle que ces vitres avaient été brisées. C'était peut-être l'œuvre de ce jeune homme dont je vous ai parlé. À condition qu'il soit monté jusque-là. Manton réfléchissait. J'aimerais bien voir cette maison, Carter. Où se trouve-t-elle? Vitre ou pas vitre, j'aimerais bien la visiter un petit peu. Et aussi la tombe où vous avez caché ces ossements. Et aussi cet autre tombeau qui ne porte pas d'inscription. Tout cela doit être quelque peu terrifiant. Vous les avez vus avant que la nuit tombe? Mon récit avait été plus efficace que je n'avais cru.
car à ces paroles, à cet effet assez innocent, mon ami sauta en l'air, s'écartant brusquement de moi, et poussa une sorte de cri octant qui traduisait parfaitement son état d'esprit. Ce fut un cri bizarre, et d'autant plus bizarre qu'on y répondit. En même temps que l'écho s'en apaisait, j'entendis comme un craquement dans l'obscurité dense, et compris tout de suite que c'était une fenêtre à croisillon qui s'ouvrait dans la vieille maison qui nous abritait de son ombre. Comme toutes les autres embrasures étaient depuis longtemps sans battant, je sus aussitôt que c'était la fenêtre démoniaque de la mansarde, la fenêtre sinistre et sans vitre qui venait de grincer. Puis tomba sur nous un courant d'air glacé mais violent et délétère, provenant de cette même direction inquiétante, qui fut suivi d'un hurlement perçant poussé juste à côté de moi, toujours assis sur cette tombe abandonnée et pernicieuse où dormaient un homme et un monstre en un seul être. Une seconde plus tard, j'étais chassé de mon siège macabre par la poussée affolante d'une entité invisible, mais d'une taille qui devait être gigantesque, et d'une nature impossible à préciser. Oui, je fus balayé comme une feuille, et je me retrouvai étalé sur le ventre, sur le terreau, travaillé par la circulation silencieuse des racines d'arbres. Dans ce cimetière inhumain, tandis que de la tombe elle-même s'élevait un vacarme sourd de respiration étranglée et tourbillonnante, à un point tel que mon imagination peupla aussitôt l'obscurité pourtant impénétrable des légions dantesques de damnés informes et impensables. Il eut comme un maelstrom d'un vent desséchant, glacé, puis comme un fracas de briques et de maçonnerie qu'on ébranlait. Mais heureusement, j'avais perdu conscience avant d'être en état de me rendre compte de la signification de ces bruits. Manton, quoique plus petit que moi, possède plus de résistance physique. Tous deux nous rouvrîmes les yeux presque au même moment, bien que ses blessures fussent beaucoup plus graves que les miennes. Nos lits se touchaient, et quelques secondes après avoir repris connaissance, nous savions que nous étions au St. Mary's Hospital. Des médecins faisaient un demi-cercle autour de nous, animés d'une curiosité intense, avides de réveiller notre mémoire, et tous prêts à nous raconter ce qui nous était arrivé. C'était ainsi que nous entendîmes parler de ce fermier qui nous avait trouvés tous les deux dans un champ isolé de l'autre côté de Meadow Hill, à 1 mile du vieux cimetière, à l'endroit où s'était élevé autrefois, paraît-il, un abattoir. Manton avait sur la poitrine 2 blessures fort vilaines, avec des coupures et des griffures moins profondes dans le dos. Quoique moins gravement, j'étais néanmoins couvert de marques et de contusions dont la nature était inexplicable. On y trouvait même l'empreinte d'un sabot fourchu. De toute évidence, Manton en savait plus long que moi, mais il ne dit absolument rien au médecin stupéfait et passionné, tant qu'on ne lui eût pas dit au juste ce que nous avions. Alors il déclara que nous avions été chargés par un taureau vicieux. Mais comment aurions-nous pu préciser où l'animal se trouvait? Quoi qu'il en soit, quand les médecins et les infirmières nous eurent quittés, je lui soufflai cette question d'une voix blanche. « Mais Seigneur Manton, qu'est-ce que c'était donc? Ces cicatrices, est-ce que c'était ça ?» Et j'étais trop épuisé pour sauter de joie lorsqu'il me répondit à mi-voix, ce qui ne m'étonna pas tellement. Non, cela n'avait aucun rapport. C'était partout, une sorte de gélatine, de gelée, et qui pourtant avait des formes. 1000 formes horribles, dépassant toute description. Il y avait des yeux, et une souillure. C'était la fosse, c'était le maelstrom. C'était l'abomination ultime. Carter, c'était l'indicible. C'était l'indicible. Un incident au pont d'Owl Creek de Ambrose Bierce, conté par Rafadam. Ceci se passait dans le nord de l'Alabama. Un homme était debout sur un pont de chemin de fer, les yeux baissés vers l'eau rapide qui coulait à 20 pieds sous lui. Ash avait les mains derrière le dos, les poignets liés par une cordelette. Une corde encerclait étroitement son cou. Elle était attachée à une forte poutre transversale au-dessus de sa tête et retombait jusqu'au niveau de ses genoux.
Quelques planches jetées sur les traverses soutenant les rails supportaient l'homme et ses exécuteurs, 2 soldats de l'armée fédérale dirigés par un sergent qui, dans la vie civile, avait dû être shérif adjoint. À peu de distance et sur la même plateforme se tenait un officier en grande tenue, armé. C'était un capitaine. Une sentinelle se dressait à chacune des extrémités du pont, l'arme au bras, c'est-à-dire le fusil maintenu verticalement devant l'épaule gauche, la gâchette reposant sur l'avant-bras, barrant la poitrine. Position de parade qui oblige le corps à se tenir raide. Il ne paraissait pas qu'il entrât dans les attributions de ces hommes de s'inquiéter de ce qui se passait au centre du pont. Ils étaient simplement chargés d'interdire l'accès de la passerelle qui le traversait. Passé l'une de ces sentinelles, on n'apercevait personne. On voyait le chemin de fer filer tout droit, s'enfoncer dans une forêt sur une distance d'environ 100 yards, puis s'incurvant à cet endroit, disparaître à la vue. Sans doute y avait-il plus loin un poste avancé. L'autre rive du cours d'eau était en terrain découvert. Une pente douce surmontée d'une palissade de troncs d'arbres verticaux, percée de meurtrières pour les tireurs avec une embrasure par laquelle sortait la gueule d'un canon de bronze commandant le pont. À mi-chemin sur la pente entre le pont et le fortin, se tenaient les spectateurs. Une compagnie d'infanterie en rang au repos de parade. Les crosses des fusils appuyées sur le sol, les canons légèrement inclinés en arrière contre l'épaule droite, les mains croisées sur la monture. Un lieutenant était debout à la droite de la compagnie, la pointe de son épée piquée en terre, les mains à plat sur le pommeau. À l'exception du groupe des 4 hommes au centre du pont, personne ne bougeait. La compagnie faisait face au pont, les yeux figés, immobiles. On aurait pu prendre les sentinelles tournées vers les rives pour des statues destinées à orner le pont. Le capitaine se dressait, les bras croisés, silencieux, surveillant ses subordonnés, mais sans faire un geste. La mort est un personnage de marque. Lorsqu'elle arrive précédée d'un annonciateur, il faut qu'elle soit reçue avec des marques de respect cérémonieux, même par ses familiers. Dans le code de l'étiquette militaire, le silence et l'immobilité sont des formes de déférence. L'homme qu'on s'occupait à pendre paraissait avoir 35 ans. C'était un civil, à en juger par son costume, qui était celui d'un planteur. Ses traits étaient beaux, le nez droit, la bouche ferme, le front large et découvert, car ses cheveux longs et bruns étaient rejetés en arrière et retombaient sur le col d'une redingote bien ajustée. Il portait la moustache et l'impériale. Ses yeux, grands et d'un gris foncé, avaient une expression de bonté assez inattendue chez un homme dont le cou se cravatait de chanvre. Évidemment, il ne s'agissait pas d'un vulgaire assassin. Dans sa libéralité, le code militaire pourvoit à la pendaison d'une grande variété de personnes, dont les gentlemen ne sont pas exclus. Les préparatifs terminés, les 2 soldats s'écartèrent et chacun retira la planche sur laquelle il s'était tenu. Le sergent se tourna vers le capitaine, salua et se plaça derrière l'officier qui, à son tour, s'écarta d'un pas. Ces mouvements laissèrent le condamné et le sergent debout sur chacune des extrémités opposées de la même planche, qui reposait sur 3 des traverses du pont. Le bout sur lequel se tenait le condamné surplombait la rivière bouillonnante. Cette planche avait été maintenue en place par le poids du capitaine. Elle l'était à présent par celui du sergent. Sur un signe du premier, l'autre allait faire un pas de côté, la planche basculerait, et l'homme tomberait entre 2 traverses. Ces dispositions étaient parlantes, même pour la victime. Il abaissa un moment son regard vers son support précaire, puis le laissa errer sur l'eau tourbillonnant sous ses pieds. Un bout de bois qui dansait à la surface attira son attention, et ses yeux le suivirent au fil du courant. Comme il allait lentement, que cette rivière était paresseuse. Il ferma les yeux afin de concentrer ses dernières pensées sur sa femme et sur ses enfants. L'eau muée en or par la magie du soleil matinal, la brume mélancolique traînant sur le rivage, le fort, les soldats, la planche à la dérive, tout cela avait détourné son attention. Mais soudain, il éprouva une nouvelle sensation. Frappant à travers le souvenir de ceux qui lui étaient chers, c'était un son dont il ne pouvait se délivrer, ni comprendre l'origine, une percussion aiguë, nette, métallique, comme les coups de marteau sur l'enclume. Ce bruit en avait exactement les vibrations. Qu'était cela? Était-ce incommensurablement éloigné ou tout proche? On aurait dit l'un et l'autre. Les résonances en étaient régulières, mais aussi lentes qu'un glas d'agonie. Il attendait chaque nouveau son avec impatience.
et il ne savait pourquoi, avec appréhension. Les intervalles de silence devinrent progressivement plus longs jusqu'à l'affoler. Mais tout en s'espaçant, les sons augmentaient en force et en acuité. Ils blessaient son oreille comme des coups de couteau. L'homme eut peur de ne pouvoir s'empêcher de crier. Ce qu'il entendait, c'était le tic-tac de sa montre. Il ouvrit les yeux et revit l'eau au-dessous de lui. « Si seulement je pouvais libérer mes mains, » pensa-t-il, « je me débarrasserais du nœud coulant et sauterais dans l'eau. En plongeant, j'esquiverais peut-être les balles, et en nageant vigoureusement, j'atteindrais la rive pour me jeter dans les bois et m'enfuir jusque chez moi. Ma maison, grâce à Dieu, est encore en dehors de leur ligne. Ma femme et mes enfants ne se trouvent pas encore au pouvoir des envahisseurs. » Comme ces pensées, qui doivent être ici traduites par des mots, passaient en éclairs dans le cerveau du condamné plutôt qu'elles ne s'y formaient, le capitaine fit un signe de tête au sergent. Le sergent s'écarta d'un pas. Peyton Farquhar était un planteur infortuné, d'une famille de l'Alabama ancienne et hautement respectée. Propriétaire d'esclaves et comme tel politicien, il s'était naturellement trouvé sécessionniste au premier jour et ardemment dévoué à la cause du Sud. Certaines circonstances lui avaient formellement interdit de s'enrôler dans cette armée, vaillante mais malheureuse, dont la campagne s'était terminée par la chute de Corinthe, et il s'irritait de cette entrave inglorieuse, souhaitant ardemment l'occasion de se distinguer dans la vie plus large du soldat. Cette occasion, il le sentait, devait se présenter, comme elle se présente à tous en temps de guerre. En attendant, il faisait tout ce qu'il pouvait. Aucune mission n'était trop humble pour qu'il ne l'acceptât. S'il pouvait par là aider le Sud, aucune aventure trop périlleuse pour qu'il ne s'y lançât, si elle était compatible avec la dignité d'un civil qui était soldat de cœur et qui, candidement et sans y regarder de trop près, appliquait le proverbe un peu facile que tout est permis en amour et en guerre. Un soir que Farquhar et sa femme étaient assis sur un banc rustique près de l'entrée de leur propriété, un cavalier tout poudreux portant l'uniforme gris s'approcha de la grille et demanda à boire. Miss Farquhar se leva pour le servir elle-même. Pendant qu'elle allait chercher l'eau, son mari s'enquit avec avidité des nouvelles du front. « Les Yanks sont en train de repérer les chemins de fer, » dit l'homme, « et se préparent à une nouvelle marche en avant. Ils ont atteint le pont de l'Oued du Hibou, l'ont remis en état et ont construit une palissade sur la rive nord. Le commandant a lancé un avis, qui est affiché partout, pour faire savoir que tout civil surpris à détériorer le chemin de fer, les ponts, les tunnels ou les trains, sera pendu sans jugement. J'ai vu l'avis. À quelle distance se trouve le pont de l'Oued du Hibou ? À une 30aine de miles. N'y a-t-il aucun corps de troupes de ce côté-ci de l'Oued ? Seulement un piquet posté à un demi-mile plus loin, sur le chemin de fer. Mais une seule sentinelle au bout du pont de notre côté. Supposez qu'un homme, un civil candidat à la potence, réussisse à éviter le petit poste, et qui sait à se débarrasser de la sentinelle, dit Farquhar en souriant. Que pourrait-il accomplir ? Le soldat réfléchissait. « Oh, j'étais là il y a 1 mois, répondit-il. J'ai remarqué que les inondations de l'hiver dernier avaient déposé une grande quantité de bois flottant contre la pile de ce côté du pont, qui est également en bois. Il est sec à présent et brûlerait comme de l'étoupe. » La dame avait apporté de l'eau, le soldat but, il remercia cérémonieusement, s'inclina devant le mari et s'éloigna. 1 heure après, la nuit tombée, il repassa devant la plantation, galopant vers le nord, dans la direction même d'où il était venu. C'était un espion fédéral. Précipité à travers l'armature du pont, Peyton Farquhar perdit connaissance et fut comme s'il était déjà mort. Il sortit de cet état, après des siècles lui sembla-t-il, par le fait de la souffrance que lui infligeait une pression violente sur la gorge, immédiatement suivie par une sensation d'étouffement. De vives, de poignantes douleurs semblaient fulgurer de son cou, de haut en bas, le long de toutes les fibres de son corps et de ses membres. Ces douleurs paraissaient jaillir comme de la lumière le long de ramifications bien définies et battre comme un pouls, périodiquement, avec une rapidité inouïe. On aurait dit des courants de flammes palpitantes. Il n'était conscient de rien, si ce n'est d'une sensation de plénitude allant jusqu'à la congestion. Aucune de ces sensations n'était accompagnée de pensée. La partie intellectuelle de son être était déjà annihilée. Il ne lui restait que la faculté de sentir, et sentir était un tourment. Il se rendait compte qu'il remuait.
Enfermé dans un lumineux nuage, dont il n'était que le cœur enflammé, sans substance matérielle, il se balançait suivant des arcs d'oscillation inconcevables, comme un vaste pendule. Puis tout à coup, avec une soudaineté terrible, la lumière qui l'enveloppait fut projetée en l'air avec le bruit que fait un gros jaillissement d'eau. Un rugissement terrifiant remplit ses oreilles, et tout devint noir et froid. La faculté de penser lui fut rendue. Il comprit que la corde s'était rompue et qu'il était tombé dans l'eau. La sensation de strangulation ne s'était pas aggravée. Le nœud coulant serré autour de son cou le suffoquait et empêchait l'eau de pénétrer dans ses poumons. Mourir par pendaison au fond d'une rivière, l'idée lui sembla plaisante. Il ouvrit les yeux dans l'obscurité et vit au-dessus de lui un rayon de lumière, mais combien distant, combien inaccessible. Il continuait à descendre, car la lumière devenait de plus en plus faible, jusqu'à n'être plus rien qu'une lueur. Puis, elle commença à croître et à s'aviver. Il comprit qu'il remontait vers la surface. Il le comprit avec répugnance, car il se sentait très bien. Être pendu et noyé, pensa-t-il, cela n'est point si mal. Mais je ne veux point être fusillé, cela n'est pas de jeu. Une vive douleur au poignet l'avertit qu'il cherchait à dégager ses mains. Il prêta à cette lutte son attention comme un badaud observe les tours d'un acrobate, en quelque sorte avec un intérêt d'amateur. Quel splendide effort, quelle force magnifique et presque surhumaine. Ah, voilà du beau travail, bravo. Les liens se relâchent, ses bras s'écartent et flottent au-dessus de sa tête. Il aperçoit vaguement ses mains de chaque côté dans la lumière grandissante. Il les regarde avec curiosité, tandis que l'une après l'autre, elle s'agrippe sur le nœud coulant à son col. Elle l'arrache et le rejette furieusement. Il semble onduler comme un serpent d'eau. « Remettez-le en place! Remettez-le en place !» Il lui parut qu'il criait cela à ses mains, car à la suppression de son carcan avaient succédé les affres les plus horribles qu'il eût encore ressentis. Son cou lui faisait atrocement mal, son cerveau était en feu. Son cœur, qui ne palpitait que faiblement, fit un grand bond, comme s'il cherchait à s'échapper de sa gorge. Son corps entier était torturé et tordu par une angoisse insupportable. Mais ses désobéissantes mains ne prêtaient aucune attention à ses ordres. Elle battait l'eau vigoureusement à coups rapides dirigés vers le bas, le forçant à gagner la surface. Il sentit sa tête émerger, ses yeux furent aveuglés par la lumière du soleil, sa poitrine se dilata convulsivement, et avec un suprême spasme d'agonie, ses poumons engouffrèrent un long trait d'air qu'instantanément il rejeta dans un grand cri. Il se trouvait à présent en pleine possession de ses facultés physiques. Elles étaient en vérité surnaturellement avivées et alertes. Quelque chose dans la terrible perturbation de son organisme les avait exaltées et affinées à un tel point qu'elles enregistraient des détails qu'auparavant il n'aurait jamais aperçus. Il sentait les rides de l'eau sur son visage et entendait les sons qu'elle produisait, en le frappant l'une après l'autre. Il tourna les yeux vers la forêt, distingua chacun de ses arbres, les feuilles et les veinures de chaque feuille. Y aperçut même des insectes, des sauterelles, des mouches au corps brillant, de grises araignées tendant leurs toiles de rameau à rameau. Il nota les couleurs prismatiques de toutes les gouttes de rosée sur 1 million de brins d'herbe, le bourdonnement des moucherons qui dansaient au-dessus des remous du courant, le frémissement des ailes des libellules, les battements des pattes des araignées d'eau, pareils à des avirons. Tout cela formait une musique qu'il percevait. Un poisson glissa sous ses yeux, et il entendit l'élan de son corps divisant l'eau. Il était venu à la surface, tourné dans le sens du courant. En un instant, le monde visible parut virer lentement, lui-même servant de pivot au mouvement, et il vit le pont, le fort, les soldats sur le pont, le capitaine, le sergent, ses 2 bourreaux. Ils se silhouettaient sur le ciel bleu. Il criait, gesticulait, le montrant du doigt. Le capitaine avait préparé son pistolet, mais il ne tira pas. Les autres étaient sans armes. Leurs mouvements semblaient grotesques et en même temps horribles, leurs formes gigantesques. Tout à coup, il entendit une violente détonation et un objet frappa rudement l'eau à quelques pouces de sa tête, lui éclaboussant le visage de poussière d'eau. Il entendit une deuxième explosion et vit une des sentinelles, le fusil à l'épaule, un léger nuage s'élevant au bout. L'homme dans l'eau vit l'œil de l'homme sur le pont fixant le sien à travers la hausse du fusil. Il observa que cet œil était gris et se rappela avoir lu que les yeux gris étaient les plus perçants et que tous les tireurs célèbres avaient les yeux de cette couleur. Pourtant, celui-ci l'avait manqué. Un contre-tourbillon avait saisi Farquhar et lui avait fait faire demi-tour. Il regardait à nouveau la forêt sur la rive opposée au fort. Une voix claire et qui psalmodiait s'éleva derrière lui.
et franchit l'eau avec une netteté qui dominait tous les autres sons, même le battement des vaguelettes dans ses oreilles. Bien qu'il ne fût pas militaire, il avait suffisamment fréquenté les camps pour connaître la signification redoutable de ce chantonnement. Le lieutenant posté sur la rive venait prendre part aux travaux de la matinée. Avec quelle froideur, avec quelle intonation impitoyable et calme imposant le flegme à ses hommes, tombèrent ces mots cruels à intervalles exactement mesurés. « Garde à vous! Apprêtez! Armes! En joue! Feu !» Farquhar plongea aussi profondément qu'il le put. L'eau mugit à ses oreilles comme la voix du Niagara, et cependant, il entendit le tonnerre assourdi de la décharge, et s'élevant de nouveau vers la surface, il rencontra des morceaux de métal brillant singulièrement aplatis, oscillant lentement dans leur descente. Plusieurs d'entre eux touchèrent son visage et ses mains, puis glissèrent, continuant leur chute. L'un se logea entre son col et sa peau. Comme il le brûlait, il l'arracha. En s'élevant de nouveau à la surface, la bouche ouverte pour respirer, il vit qu'il était resté longtemps en plongée. Il était visiblement plus loin dans le courant et plus près de son salut. Les soldats avaient presque fini de recharger leurs armes. Les baguettes de métal brillèrent tout à la fois dans le soleil lorsqu'elles furent retirées des canons des fusils, retournées en l'air et enfoncées dans leurs douilles. Les deux sentinelles tirèrent encore une fois, séparément et sans résultat. L'homme aux abois vit tout cela par-dessus son épaule. Il nagea à présent avec vigueur dans le sens du courant. Son cerveau était aussi fort que ses bras et ses jambes. Il pensait avec la rapidité de l'éclair. « L'officier, raisonna-t-il. Il ne commettra pas une deuxième fois cette erreur de blanc-bec. Il n'est pas plus difficile d'éviter un seul coup de feu qu'une décharge. Il a probablement donné l'ordre à présent de tirer à volonté. Que Dieu m'aide, je ne puis les éviter tous. » Un éclaboussement jaillit à 2 yards de lui, suivi par un son violent, tumultueux, décroissant, puis parut retourner au fort et y mourir dans une explosion dont la rivière elle-même fut agitée dans ses profondeurs. Une nappe d'eau jaillit, se recourbant sur lui, tomba sur lui, l'aveugla, l'étouffa. Le canon s'était mis de la partie. Comme le fugitif secouait la tête après la commotion, il entendit le boulet chanter en ricochant en avant de lui, et puis au loin, fracasser les branches dans la forêt. « Ils ne recommenceront pas, pensa-t-il. La prochaine fois, ils tireront à la mitraille. Il faut que j'aie l'œil sur le canon. La fumée m'avertira. La détonation arrive trop tard. Elle traîne derrière le projectile. C'est un bon canon. » Soudain, il se sentit tourner en rond, tourner comme une toupie. L'eau, les rives, les forêts, le pont, le fort, les hommes, maintenant éloignés, tout se mêlait et s'estompait. Les objets n'étaient plus représentés que par leurs couleurs, des raies horizontales de couleurs. Voilà tout ce qu'il voyait. Il avait été pris dans un remous, qui le faisait avancer en tournoyant dans une giration qui lui donnait le vertige et le rendait affreusement malade. Quelques instants plus tard, il était projeté sur le gravier au pied de la rive sud du cours d'eau, derrière un promontoire qui le cachait de ses bourreaux. Le brusque arrêt de mouvement, les écorchures d'une de ses mains sur les cailloux, lui rendirent les sens, et il pleura de joie. Il plongea ses mains dans le sable, en jeta sur lui-même par poignées, et il bénissait ce sable à voix haute. Il lui semblait composé de diamants, de rubis, d'émeraudes. Il n'imaginait rien de plus beau. Les arbres de la forêt lui apparaissaient comme de gigantesques plantes de jardin. Il crut remarquer un ordre défini dans leur alignement. Il aspira leur parfum. Une étrange lumière rosée luisait dans les intervalles des troncs, et le vent faisait dans les branches une musique de harpe éolienne. Il n'avait plus aucun désir de continuer sa fuite. Il demeurerait dans ce coin enchanté jusqu'à ce qu'on le reprît. Un sifflement, un râle de mitraille dans les hautes branches au-dessus de sa tête le tirèrent de son rêve. Déconcerté, le canonnier lui jetait un adieu au jugé. Il bondit sur ses pieds, gravit l'escarpement et plongea dans la forêt. Toute la journée, il voyagea, se guidant dans sa course sur l'arc de cercle que traçait le soleil. La forêt paraissait interminable.
Il n'y découvrit aucune clairière, pas même un sentier de bûcheron. Il s'étonnait d'avoir vécu dans une région aussi sauvage. Il y avait quelque chose de sinistre dans cette révélation. Au soir, il était fatigué, affamé. Il avait les pieds en sang. Le souvenir de sa femme et de ses enfants aiguillonna sa lassitude. Enfin, il rencontra une route. Elle allait le conduire dans la bonne direction, il le savait. Cette route était large et droite comme une rue citadine, et pourtant il semblait que nul n'y voyageât jamais. Aucun champ ne l'abordait, aucune habitation. Nul aboiement de chien qui suggéra la présence d'une demeure humaine. Les troncs noirs des arbres formaient une paroi rigide des deux côtés, se terminant en pointe à l'horizon comme un diagramme de perspective. Au-dessus de sa tête brillaient de grandes étoiles d'or d'un aspect inconnu, groupées en étranges constellations. Il était persuadé qu'elles étaient disposées dans un ordre qui avait une secrète et magique signification. La forêt était pleine de bruits singuliers, parmi lesquels, une fois, deux fois, plusieurs fois, il entendit des murmures proférés dans une langue inconnue. Son cou lui faisait mal, et y portant la main, il le trouva horriblement enflé. Il devinait un cercle noir à l'endroit où la corde l'avait meurtri. Il se sentait les yeux congestionnés. Il ne pouvait plus les fermer. Sa langue était gonflée par la soif. Il en soulagea la fièvre en la projetant hors de sa bouche dans l'air froid. Quel doux tapis de gazon dans cette avenue inexplorée. Il ne sentait plus la route sous ses pieds. Sans doute, malgré la souffrance, s'était-il endormi tout en marchant. Car à présent, il assiste à une scène inattendue. Peut-être a-t-il simplement eu le délire. Il se tient devant la grille de sa maison. Tout est là, comme il l'avait laissé. Tout brille dans la lumière du matin. Il doit avoir voyagé toute la nuit. Comme il pousse le battant de la grille et entre dans la large allée blanche, il aperçoit un frémissement de vêtements féminins. Sa femme, douce et fraîche, à l'aspect reposé, descend de la véranda et vient à sa rencontre. Au pied des marches, elle l'attend avec un sourire de joie ineffable, dans une attitude inégalable, de grâce et de noblesse. Comme elle est belle. Il s'élance vers elle, les bras ouverts. Il va l'étreindre, mais il reçoit un choc étourdissant sur la nuque. Une aveuglante lumière blanche flamboie autour de lui. Un bruit éclate, pareil à un coup de canon. Puis tout devient obscurité et silence. Peyton Farquhar était mort. Son corps, le cou rompu, se balançait doucement sous les poutres du pont d'Owl Creek. Il y a eu ce phénomène très beau dans le ciel, un nuage violet. Le ciel, étrangement dégagé, dévoile une nébuleuse. Les scientifiques parlent d'aurore spatio-temporelle. Au bout de 12 heures, le phénomène disparaît. Et c'est là que ma ville, Robtown, sombre dans la peur et la folie. Je ne crois pas aux coïncidences. C'est la vieille Michelle qui est morte la première. Ses chiens, Booby et Lola, aboient. Alors le voisin va voir. Toque à sa porte, qui n'est jamais fermée, et sans réponse, Monsieur Aziz entre. Il monte et la trouve adossée contre la tête de lit. Son visage est masqué par l'horreur, un rictus lui déforme les lèvres. Une ride plus prononcée que les autres semble fendre la pauvre vieille en deux. Ses yeux exorbités sont imbibés de sang. Les vaisseaux ont éclaté. Monsieur Aziz m'appelle en pleurs, et j'ai du mal à comprendre tellement il est choqué. Si ce n'est qu'il a appelé la police. « Son visage !» dit-il plusieurs fois. « Fallait voir son visage !» Je vais le voir, il est muet, derrière la clôture. Le shérif Elweko est là. Il est perplexe. Chose assez rare chez cet homme aux 30 années de service. Moi, je prends Monsieur Aziz par l'épaule, je ne dis rien. Je suis sa naturopathe, mais là, j'ai pas de conseils à lui donner. Je vais aller voir, que je finis par lui dire. Il acquiesce de la tête. Monsieur Aziz est un hypersensible. Il avait beaucoup d'affection pour Madame Michel, avec qui il discutait sur le banc du lac. À Robtown, 3000 habitants, on se connaît presque tous. Nous sommes moins de 2000. Plus de 1000 personnes sont décédées de crise cardiaque selon les informations. On parle d'une épidémie. Mais avons-nous jamais vu une épidémie de crise cardiaque ?
On est connu dans tout le pays comme la ville de l'étrange. Mais tenez-vous bien, car l'étrange de ce récit ne fait que commencer. Quand je suis face à Madame Michel, j'ai d'abord un vrai malaise qui me prend aux tripes. Quelque chose de malsain dans sa mort. Et ce visage si crispé. Personne ne doit mourir ainsi, seul et de toute évidence apeuré. Ça sent le renfermé, les vieux meubles et la moquette qui a pris l'humidité des années durant. Les placards grincent quand on les ouvre. J'ai la chair de poule. Quelque chose de malsain imprègne maintenant les lieux. Madame Michel semble regarder par la fenêtre. Je tente de suivre la trajectoire de son regard, qui mène bien à la fenêtre. Il y a un bout de toit, puis le jardin en contrebas. On voit la route qui commence à grouiller de monde. Je me retourne. Madame Michel, bouche bée, a vu quelque chose. J'en suis à peu près sûr. Le shérif me demande de sortir car les journalistes arrivent. J'ai envie de fermer les yeux de Madame Michel, mais je me retiens bien sûr. J'apprends plus tard que le médecin légiste n'a pas réussi à les fermer. 3 semaines plus tard, on recense déjà 30 morts similaires. Aucune explication satisfaisante, d'autant que les décès concernent aussi bien des jeunes gens en pleine santé que des vieux. Arrêt cardiaque survenu la nuit, yeux écarquillés et en sang. Je suis curieuse de nature, et je suis plutôt spirituelle. Je fais tout de suite le rapprochement avec la nébuleuse survenue il y a peu. J'en parle au shérif Elweko. Par conscience professionnelle, il a demandé un avis scientifique. Rien ne semble corréler les décès et le phénomène astronomique. L'affaire passe au FBI très vite. 2 agents, les frères Buchanan, débarquent. Ils ont le sourire, tentent de rassurer, des gens bien. Mais leur travail se résume à rassurer. Ils n'ont pas de piste et la tension devient palpable. Je suis assise au comptoir, mon café au lait est froid. Je ne touche pas au croissant. Si tu veux mon avis, Me dit Maggie la gérante tout en essuyant ses verres. rien n'arrive par hasard. La nature se venge. C'est le karma qui nous revient en pleine face. Maggie, je l'adore, mais elle excelle dans les théories du complot et les explications hasardeuses. Mais je dois dire qu'au moins, elle a une explication. La terre-mère nous punirait, selon elle, pour l'avoir polluée et souillée. Selon ses mots, Enfin, tout de même. Même les putes de Small Street ont meilleur traitement. Je suis triste pour Madame Mitchell, cependant. Maggie est parfois maladroite. Elle a fini par se taire quand les morts ont dépassé la centaine. Et elle a même dû fermer son commerce, puisque personne ne venait plus. Elle envisage de déménager comme beaucoup. Je ressens le désarroi et la peur dans les commerces et partout. Je croise peu de monde le matin, et surtout la nuit venue. Je me promène chaque jour dans une ville plus fantomatique. Un soir, alors que je me promène dans les rues désertes de Robtown, une sensation étrange m'envahit. Un poids dans le milieu du dos, entre les omoplates. Je me retourne, je suis seul. Je cherche dans les buissons un voyeur ou quelqu'un, ne serait-ce qu'un sanglier qui viendrait faire les poubelles. Mais rien. Je sens surtout une présence oppressante. Quand j'étais petite, je disais à ma mère que les esprits m'apparaissaient et me parlaient. Elle a tout fait pour enterrer ce don. Ma mère avait peur de ça, et je ne lui en veux pas. Mais on est comme on est. Alors oui, je vois des choses, j'ai des sensations extrasensorielles tous les jours. Je rentre chez moi, un peu au pas de course. Je me dirige vers la fenêtre de ma chambre, je sais que quelque chose rôde dehors. Et j'ai l'intuition que cette chose vient vous regarder par la fenêtre. Trop de morts étranges ont eu lieu, et tous regardaient par la fenêtre avec une expression d'horreur. Je veille toute la nuit, et je finis par voir ce que j'attends. 2 sphères, d'abord lointaines, mais qui tournent comme des soleils ardents, et se rapprochent jusqu'à toucher la vitre. Ils prennent la forme de yeux jaunes perçants, flottant dans l'obscurité. Je plisse les yeux, le poil de mes avant-bras s'hérisse. Mon cœur s'emballe et une terreur glaciale me paralyse. Je ne peux plus détourner le regard. Je ne peux plus bouger les mains. Mais une voix dans ma tête communique par télépathie avec moi. À nous deux, que je lui dis. Tu n'es rien, un parasite de l'espace. Je sens une force invisible tenter de m'arracher mon âme. Oui, car elle se dirige vers le haut du crâne. La vie abandonne le reste de mon corps. Mais je n'ai pas tout à fait peur. Une foi bloque et empêche l'âme de sortir complètement. Une douleur intense me traverse, comme si mon essence même était aspirée. Une énergie inconnue, un pouvoir que je ne soupçonnais pas, me protège. Je me concentre de toutes mes forces. C'est comme un bras de fer, mais mental. Je tourne de l'œil et je m'évanouis. Je me réveille avec les chants des oiseaux en sursaut.
Je vais à la fenêtre, mais mes jambes ne répondent plus. Je rampe, me hisse à la fenêtre et je ne vois rien d'anormal. Le vent léger dans les arbres. Je m'assois contre le muret, je prends mon portable et j'appelle le shérif. « Venez vite, j'ai vu quelque chose. Ah, faites venir une chaise roulante. » Je note ensuite les traits grossiers de la bête que j'ai vue. Je ne sais pas encore à ce stade pourquoi, mais l'Égypte antique est omniprésente. Je vois des pyramides dans le désert, des tombes abandonnées en sous-sol et dessous l'univers qui s'ouvre comme un grand gouffre, un gouffre sans fond. J'ai un peu la nausée, mais l'écriture est nécessaire, elle m'aide même. Je sais que je dois comprendre ce qui m'a sauvé et comment utiliser ce pouvoir pour protéger les autres. La police débarque, le shérif est retenu ailleurs, on fait venir un fauteuil roulant, 2 hommes font une chaise avec leurs bras et me descendent péniblement à l'étage du bas. Les marches en bois grincent, j'ai quelques kilos en trop depuis que Steve m'a quitté. Il m'a quitté parce que je suis démocrate, hippie, dans les nuages, trop difficile à gérer, en surpoids, j'avais déjà pris du poids. En fait, il a juste eu envie d'une autre, pas de quoi me mettre 6 pieds sous terre. C'est déjà assez difficile alors qu'il garde ses remarques. Il veut se donner bonne conscience, c'est tout. Moi, c'est vrai, j'avais plus envie qu'il me touche. Donc ça devait se finir, cette histoire. Il faut 3 jours de plus pour que je retrouve l'usage de mes jambes. Le monstre m'a pris une énergie folle, mais je crois qu'il a déchanté. Naturellement, on me croit folle et le shérif me demande de voir Peggy, leur psy. Je fais ma déposition, on n'en est pas encore à envisager l'ésotérisme dans cette affaire. Que l'homme est obtus d'esprit, mon Dieu. Les jours suivants, je me plonge dans des recherches frénétiques à la bibliothèque. Je consulte tout ce que je peux, des livres anciens, des manuscrits oubliés, et même des grimoires de magie. J'étais un peu désespéré. Je dois utiliser Internet pour compléter les recherches car Robtown, bien qu'elle dispose d'une bibliothèque de bonne facture, reste une petite bourgade de beaufs. Et j'en fais partie. Moi aussi, je suis un peu beauf. Je préfère quand même la compagnie des beaufs aux mondains de Beverly Mount. Là-bas, vous n'avez pas un bar, mais un resto qui donne sur un terrain de golf responsable de la sécheresse de tout le comté. Un club où on peut jouer au bridge et parler patrimoine. Ce qui me fait rire, c'est la similitude entre toutes les villas. J'y vais de temps en temps juste pour me promener et les faire chier. Ma présence les fait chier. Un hippie fera toujours chier un poche des beaux quartiers. Je le vois dans leur regard oblique. Je le vois dans la façon qu'ils ont de me regarder si hautaine, comme s'ils avaient tout compris et que je n'étais qu'un pauvre hippie. Mais vous savez quoi, même eux, je vais les sauver. Car le monstre n'a pas à tuer un poche, aussi poche soit-il. C'est ainsi que je découvre l'existence de la créature cosmique, un être venu d'une autre dimension, qui se nourrit des âmes humaines et les empêche de se réincarner. Voici ce que j'ai lu dans le livre. Créature mythologique de l'ancienne Égypte, Amint ou Amunt est souvent surnommée la dévoreuse des morts. Elle est représentée avec un corps d'hippopotame, une tête de crocodile et des pattes avant de lion. Amint dévorerait les âmes des humains, jugés indignes de continuer à vivre dans l'au-delà. Certains témoignent avoir survécu à la bête. Un forum Reddit a été créé pour recenser tous les cas de survivants. Quand j'ai lu ça, j'ai dû reposer le livre sur la mythologie égyptienne que j'avais dans les mains. La veille, j'avais fait un rêve super étrange avec un crocodile au corps imposant. J'ai toujours eu les crocodiles en horreur. Les rêves, soit dit en passant, sont l'une des meilleures façons de communiquer avec vos guides spirituels. J'essaye de noter les bouts de rêve dont je me souviens. Je fais ça depuis 20 ans. Et à la fin de la journée, quand le soleil disparaît derrière la canopée, auréolée de rose et d'orange, j'ai fini par comprendre que la nébuleuse violette a ouvert un portail qui a permis à cette créature de pénétrer notre monde. Mais il y a un espoir. Le livre sur la mythologie mentionne un antidote, une potion capable de détruire la créature et de libérer les âmes captives. Il faut que je trouve le millepertuis qui est l'ingrédient principal. J'ai tout le reste, dont les incantations. Avec cette potion, je devrais pouvoir faire quelque chose. Seul souci, comment trouver la bête? Car depuis l'autre soir, elle sait que je ne suis pas une proie, du moins une proie facile pour elle, que je risque même d'interrompre sa chasse. Je rassemble les ingrédients nécessaires, certains rares et difficiles à trouver, mais on a un apothicaire à la Daegu Community, un village hippie fondé dans les années 70 par un Français d'origine indienne. L'apothicaire qui me reçoit s'appelle Kandal le Sobre. On l'appelle comme ça
car il a fait de la sobriété sa philosophie de vie. Il a écrit ça sur un bout de papier. Commence par cuire le millepertuis pendant 12 heures, à feu très doux. Ajoute ton sang et un peu de curcuma pour faire passer le goût. Laisse refroidir toute la nuit. Au matin, quand le soleil se lève, brandis bien haut le breuvage et commence l'incantation. Toi, Amunt, fille des ténèbres et crocodile des âmes, vois mon âme vaillante te faire face, vois comme ta voracité n'a plus de prise. Puis bois cul sec tout le breuvage. Tu vas ensuite sur une chaise, car tu auras la nausée. Concentre ton esprit sur la bête. Elle ne pourra pas résister à ton appel. Elle veut défendre son territoire. Et tuer les provocateurs. Si tu as des questions, envoie-les-moi via Instagram. Je suis plus réactif. PS. Il est possible que tu ne survives pas à cette rencontre. Ce fut un plaisir de te connaître. Que Dieu soit avec toi. Je remercie Kandal pour son aide. Je le regarde s'éloigner dans le jardin et s'asseoir en tailleur. On dirait qu'il médite. Mais je sais qu'il prie pour moi. Ce qui est assez fou dans ces événements, c'est que personne ou presque n'a conscience du danger. Ce n'est pas comme quand on retrouve un corps en sang, avec des indices. Ici, on a affaire à une créature cosmique qui ne laisse pas de traces et qui tue votre âme. Vous pouvez perdre votre vie terrestre, votre corps, vous en remettrez. Mais vous ne devriez pas mourir en tant qu'âme dans ces conditions. De la même manière qu'un crocodile dévore un homme, il y a des crocodiles cosmiques qui dévorent des âmes et personne n'en parle. Vous pouvez rire, jusqu'à ce que vous croisez son regard. Je suis les instructions à la lettre, mais pendant la préparation, je suis prise d'un doute. Je me demande si je ne suis pas en train de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Peut-être qu'Amit fait juste son job. Qu'elle vient dévorer ceux qui ont péché, voilà tout. Peut-être que je ne suis pas partie parce que je suis une belle personne. Mais je me ressaisis car comment expliquer que Madame Michel, la plus gentille des femmes que j'ai croisées à Robtown, ait été dévorée? À moins qu'elle ait caché dans son fort intérieur un terrible secret. Je bois la potion au matin et effectivement je passe la journée avec des nausées. Je manque même de vomir, mais je tiens. La potion finit par faire son effet. J'ai une belle plaie à la main, là où je me suis entaillé pour faire couler le sang. Le curcuma, ça aide à boire ce golden milk de Tari. Qu'est-ce qu'on n'est pas amené à faire pour sauver sa peau et le monde, je vous jure. J'attends ensuite dans mon lit, le livre de mythologie en main, pour passer le temps. Je sais que la créature va venir. Je ferme les yeux pour l'invoquer. Je la provoque par des fanfaronnades du style « Tu ne peux rien contre moi ». J'ai bu la potion et me voilà encore plus forte. Mon cœur est trop bon. Ose le prendre, ose te fourvoyer, démon. Viens à moi si tu as les tripes de ton espèce. Si tu es ce que tu dis être. Et soudain, je sursaute. 2 yeux de crocodile jaune apparaissent sur ma droite, suspendus dans les airs. Ils sont fixes. Je peux voir des milliers d'âmes tournoyer à l'intérieur de la sclérotique. Je vois aussi qu'elle vient du fond des âges, qu'elle a prospéré sous toutes les civilisations terrestres et humaines, qu'elle hiberne pendant des milliers d'années, puis qu'elle revient se nourrir et rendre justice, nettoyer le monde de tous ceux qui ont raté leur incarnation, qui se sont complaints dans le péché, sous toutes ses formes. Elle n'a pas vraiment de forme, puisque je vois à travers les nébuleuses qui l'ont vu naître. Pourtant, si je devais lui donner une forme, ce serait une tête de crocodile montée sur un corps d'hippo, avec des pattes de lion. Si je devais me retrouver face à un crocodile, un lion ou un hippopotame, je choisirais le lion, histoire de me dire que j'ai une chance si je grimpe à un arbre. Bon, là, j'avais le droit aux 3 terreurs de la savane. Je sens tous mes traumas d'enfance remonter dans le bas du ventre, la poitrine, puis se loger dans le cœur. Elle fait remonter tout ça, la bête. Je comprends que ce sont nos peurs les plus enracinées qui causent le mal et le péché. Ses yeux de flamme et d'âme damnée se rapprochent, jusqu'à toucher mon nez. Mon regard se fige. Je ne peux regarder ni à droite ni à gauche. La bête sourit et son sourire dessine peu à peu un cercle de feu autour de nous. Je sens une autre présence bienveillante cette fois, peut-être un ange, une lumière blanche au loin. Mais je crois qu'elle ne peut pas m'approcher car l'énergie de la bête est bien trop forte. Alors le démon se met à parler,
d'une voix si grave que j'ai du mal à distinguer les termes au début. Sa voix part par écho dans toutes les directions. Elle est si forte que je sais qu'on l'entendra dans d'autres galaxies. Et je me dis que Lovecraft n'était pas fou. Il y a des créatures cosmiques qui dépassent l'entendement. Et malheur à celle ou celui qui en croise une. Voilà ce que me dit la créature. Encore un humain qui se croit au-dessus de tout. L'homme est malade depuis des millénaires. Un parasite a contaminé sa psyché. Les plus sages l'appellent égo, pensée compulsive, orgueil. Moi, je l'appelle l'homme. J'en ai croisé des comme toi. Je ne vais pas te dévorer. Je vais te laisser écrire cette histoire. Je te laisse 3 jours et 3 nuits. Tu posteras cette histoire sur ce que vous appelez YouTube. Tu les mettras au courant. Ensuite, je reviendrai te voir. Puisque je ne peux pas te dévorer, tu travailleras pour moi. Tu seras mon assistante pour des siècles et des siècles. La culpabilité sera ta malédiction. Elle tuera ton âme si lentement que tu voudras que je te dévore. Alors tu me supplieras de te croquer. Et je te dévorerai. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et j'ai l'éternité devant moi. Les yeux disparaissent. Je crois voir Osiris s'éloigner. Anubis est en train de peser mon cœur. Il recueille sur sa tablette des choses, des informations que je n'arrive pas à lire. Je reste abasourdi. Kandal avait raison. Je vais y laisser ma peau. J'écris toute la nuit, puis j'enregistre ce que vous lisez ou entendez. Je pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai complètement foiré. Je me suis cru trop maligne. J'espère que ceux qui entendront ça feront de leur vie une vie de bonté et de bonnes actions. Craignez Amit, où je viendrai vous chercher moi-même pour le compte de la bête. Quant à moi, je vous fais mes adieux. Il y a une déesse qui m'observe dans un coin, Maat. Je sens qu'elle a pitié, mais elle ne peut rien pour moi. Je lui adresse un sourire, sèche mes larmes et m'amorphe d'un revers de manche. Un conseil d'ami, j'aurais aimé me donner ce conseil. Jouez pas au con avec les forces cosmiques. Amit, connu aussi sous le nom d'Amut, Amet, Amémet ou Amut, Amut la dévorante, est une monstrueuse créature hybride, présente au tribunal d'Osiris, pour dévorer le cœur des défunts, indignes de vivre dans l'au-delà. Dans ce cas, le défunt meurt définitivement, une seconde fois, et n'a pas accès au repos éternel. Les Égyptiens la craignaient, et personne ne la vénérait. Gardienne des portes de la mort, son apparence et son rôle terrifiaient même les plus justes. Mais cela ne concerne que les morts, me diriez-vous. Oui. Cependant, certains prétendent qu'il existe un complot pour ouvrir les portes de notre dimension à Amit, pour qu'elle purifie la terre. Dans ce cas, loin d'Osiris et de la pesée des cœurs qui la rassasie, seule dans notre monde, elle serait affamée. Elle n'aurait pas d'autre choix que de se nourrir de nos âmes. Si vous voulez un conseil, dans le doute, lorsque le soleil se couche, fermez vos volets, tirez vos rideaux, ne laissez pas la bête regarder par la fenêtre.